Laurent Esso est l'un des plus grands destructeurs de la justice. Et voilà son fils, ou bien son admirateur, Petit Pays, qui a eu un accident au pays. Toutes les opérations ont échoué. Quand il est arrivé ici, il fallait tout recommencer. De telle sorte que il risquerait plus tard une amputation. Et là encore, il a de la chance parce que lui, il est monté ici. S'il restait au pays, pour une petite opération, tu es mort. C'est ce dont on parlait par rapport à l'accident de Manuela que Francis Nganou a eu à cogner avec la moto et qui est décédé. Et donc nous avons demandé qu'il doit communiquer. C'est après que maintenant il va communiquer. Oh, je suis désolé, comme ça. Ça retombe sur eux-mêmes, eux qui apprécient ce régime-là. Je disais donc que Petit Pays a eu la vie sauve parce qu'il avait des moyens de venir ici. Mais est-ce que tout le monde autour de lui a les mêmes moyens? Non. La preuve, l'un de ses fils, de sans visa, Mounieka, a eu un problème qui aurait pu être résolu. Mais arrivé à l'hôpital, on a commencé à tourner en rond pour demander de l'argent. Ici, on n'a même pas besoin de demander votre nom. Dès que ça arrive, le SAMU est déjà là, on est déjà passé avec vous, on vous soigne et puis tout. Et pas seulement ici. Dans beaucoup d'autres pays, en Guinée équatoriale, au Gabon, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a la couverture maladie universelle. Au Cameroun, il n'y en a pas. Quand vous arrivez, on commence à vous dire que oh, il faut d'abord aller payer là, il faut aller payer ceci et cela. À fleur de l'âge, il est mort. Et Petit Pays aujourd'hui, tout furieux, le fiel dans le cœur, il parle donc des conditions de la mort de ce musicien, où il accuse l'hôpital, la négligence, et qui dit hôpital, dit ministère de la Santé, qui dit ministère de la Santé, dit le gouvernement, qui dit le gouvernement, c'est bien. Mais ça ne s'arrête pas là parce que vous allez voir que bien évidemment, si vous ne pouvez pas être dans un pays où il y a le minimum de santé, qu'on vend tout simplement la mort. Le Cameroun, donc aujourd'hui, ce sont plutôt des candidats à la mort parce qu'au bout de la route et au bout de toute maladie, on n'est pas sûr de s'en sortir à l'hôpital. Mesdames et messieurs, je vous fais d'abord écouter ceci. Petit Pays. Et après, ce sera Joshua aussi. Parce que les gens meurent bêtement pour rien, alors qu'on peut les sauver aussi simplement. Comment un malade arrive avec l'hémorragie cérébrale et vous l'abandonnez comme ça, dans un couloir, sans prendre soin de lui. Pourquoi ne pas dire ça? Mais on est où là? Mon cas, il est mort, c'est par erreur médicale. Ouais, c'est l'erreur médicale qui a tué mon Eka, c'est-à-dire déjà au départ, souvent je tiens des réunions avec tout le monde, tous les musiciens, les danseuses, musiciens, pour essayer un peu de les guider comment la vie se présente et comment échapper à certains pièges. Bon, certains n'ont pas retenu, c'est une leçon, ou alors d'autres ont souvent honte de revenir en arrière, reposer des questions pour savoir comment les choses doivent se passer, ou alors, quand il y a un incident, comment on peut se comporter. J'ai été informé trop tard, et déjà, je n'allais pas accepter qu'on amène à l'hôpital général connaissance ce qui se passe là-bas, et tout, avec certaines choses qui ne sont pas bien, je n'allais pas accepter. Et quand j'ai demandé qu'on allait là-bas, c'était trop tard. Parce qu'ils ont des manières de bloquer les gens avec des comas artificiels et autres et tout. Donc, il n'a pas eu de soins. Ils bloquent les gens avec les comas artificiels. Et tout.
il fallait directement qu'il fallait au moins qu'on le prenne en charge. Partout ailleurs, même dans des petits endroits, quand on t'amène comme ça, avec l'hémorragie cérébrale, du coup, on trouve la tête et on libère le sang et la tête et on te pose sur ton lit quelques heures après, tu es debout, après tu es réveillé. C'est ce qui devait se faire avec lui. Ça n'a pas été le cas. On l'a laissé au couloir avec une perfusion comme ça. Et il n'y avait que l'argent qu'on me demandait et j'essaie d'envoyer parce que je n'étais pas à côté et autre et tout. C'est la nuit trop tard. Trop tard qu'on essaie de l'amener au réel et tout le temps que le sang se coagule dans le cerveau et tout. Donc il est mort par erreur médicale. Voilà. Donc c'est des choses qu'on devrait dire ouvertement pour qu'on évite ce genre de choses, quoi. Parce que les gens meurent bêtement pour rien alors qu'on peut les sauver aussi simplement. Comment un malade arrive avec l'hémorragie cérébrale et vous l'abandonnez comme ça dans un couloir sans prendre soin de lui? Pourquoi ne pas dire ça? Mais on est où là? Quand même. Aucun médecin. J'ai appelé Takou, j'ai appelé les médecins de l'hôpital général qui sont des amis. Chacun d'eux venait. Mais c'est comme si les gens sont devenus des zombies, quoi, en fait. C'est-à-dire, vous avez des niveaux assez élevés dans ce métier, mais il y a une force qui vous habite après. Vous n'êtes plus libre de vous exprimer comme il se doit. Tu arrives avec une petite blessure, après elle devient autre chose et du coup tu es parti. Est-ce qu'en fait on ne laisse pas mourir les gens pour remplir les morts? Donc quand vous êtes dans un hôpital et celui qui est censé vous soigner a comme seul projet de l'année, c'est d'augmenter la capacité de sa mort ou renforcer la propre, voilà, ou poser des questions, et des fois même dans certains hôpitaux, je ne vais pas les citer ici, les morts sont plus propres que les chambres. Oui, exactement. C'est malheureusement ce que on essaie de décrire. Le domaine de la santé n'est pas censé être un domaine qui est lucratif. Tout à fait. L'un des services qui fonctionne le mieux dans le morts. Je sais. Ils en ont fait uniquement business. Moi, je me pose même la question de l'utilité d'avoir des morgues à l'hôpital. Je ne suis pas contre les morgues, mais est-ce qu'elles ont besoin de prendre la place qu'elles ont à l'entrée de... Parce que quand vous voyez, vous allez à l'hôpital, à côté de l'entrée principale, il y a la morgue. C'est ça. L'objectif est un peu déjà, je peux dire merci, c'est qu'en fait on a besoin de plus de morts. Notre système de santé a été conçu pour tuer les Camerounais. Et c'est pour cela que devant chaque hôpital public, on vend des cercueils. Quand j'ai été élu la première fois, il y a une maman Aïdéa qui est venue vers moi et m'a dit, honorable, vraiment, j'ai un problème avec le système de santé camerounais. Le système de santé, comme je répète, c'est bon, notre système de santé a été conçu pour tuer les Camerounais. Tous les hôpitaux publics du Cameroun, devant l'entrée principale, on vend des cercueils. Elle dit, mais mon fils, à mon âge, quand je vais à l'hôpital, c'est comme s'il fallait que je choisisse d'abord mon cercueil avant d'entrer. Mais elle a raison. Mais c'est un scandale. Et j'ai interpellé le ministre de la Santé de l'époque. Il m'a dit, mais effectivement, c'est vrai, lui-même n'avait pas pensé à ça. Il va faire quelque chose tout de suite, mais force est de constater. Pourtant, on avait déjà relevé ce cas. On le dit souvent en blaguant au quartier qu'on gonfle les factures à l'hôpital. C'est une réalité. Parce que, je prends un exemple très simple. Quand vous arrivez dans un hôpital, vous avez la fièvre, vous avez les maux de tête, vous avez des courbatures. Normalement, on devrait vous faire un test de paludisme et un Vidal parce que nous sommes dans une zone endémique et nous vivons avec le paludisme. Donc, ça doit être ça la première préoccupation. Mais quand vous arrivez, on va vous donner 18 examens à faire et vous allez vous retrouver en train de dépenser tout votre argent. Vous allez même faire des rayons X. Voilà, exactement. Et ce qui est sûr et certain, c'est que pendant que vos examens sont en cours au laboratoire, vous êtes déjà sous observation, donc vous avez commencé déjà à consommer la prise en charge. Donc quand on viendra vous dire vous avez un paludisme et qu'il faut maintenant le traiter, vous n'avez plus d'argent. Donc quand vous savez que plus nous allons faire des recettes hospitalières, plus nous aurons la quote-part et donc un revenu qui essaye d'augmenter, forcément vous allez créer des mécanismes pour que on puisse justement donc gonfler la caisse. Et puis maintenant, vous voyez bien que si on réussit aujourd'hui à déconnecter le revenu du personnel de santé des recettes hospitalières, ils n'ont plus aucun intérêt à vous gonfler les factures. Mais sauf que le gouvernement actuel refuse de le faire parce qu'il faut absolument résoudre le problème de la valorisation
du niveau de vie du personnel de santé. Et ils évitent cela parce qu'ils ne veulent pas du tout le faire. Nous n'avons pas encore commencé la santé chez nous. Tout à fait. Nous n'avons pas encore commencé la santé chez nous. Nous n'avons pas encore commencé la lutte contre les différentes maladies parce que nous sommes beaucoup plus focalisés dans l'entretien des maladies au sein de notre population. Entretien des maladies. Voilà le cas du Cameroun. Bon. Voilà donc un pays où on vous dit, quand on vous dit que Paul Biya et son régime, c'est des satanistes. Voilà le médecin qui vous dit, nous, ce n'est pas un problème de résoudre le problème de maladie, c'est plutôt entretenir l'économie de la maladie. L'économie de la maladie. Et bien sûr aussi, ces médecins, ils travaillent dans quelles conditions? Non seulement le matériel est désuet, mais surtout, ce qu'ils touchent après autant d'années d'études est terriblement dérisoire. C'est-à-dire qu'on pousse les médecins à ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes, mais plutôt à rester dans le réseau, dans l'engrenage de la corruption. Ce sont donc les malades qui, parfois mal diagnostiqués ou même bien diagnostiqués, mais sauf qu'on ajoute des choses parce qu'il faut se faire de l'argent, qui doivent trinquer. Ils n'ont pas d'argent. Mais en même temps, le médecin, lui, doit peut-être payer ses cotisations. Vous allez suivre ça dans une autre intervention. Où il se dit, si je ne prends pas à gauche et à droite, je ne vais pas relier les deux bouts. Voilà donc un pays, après 43 ans, 43 ans, qui a promis la santé pour tous en l'an 2000, qui ne parvient pas à faire ne serait-ce que la couverture maladie universelle, qui détourne les fonds Covid. Et qui plus, voit même des médecins sortir chaque année. Alors que les services sont désespérément en sous-effectif, des médecins sont parfois envoyés au chômage. D'autres sont obligés d'aller ailleurs, dans d'autres pays, pour aller travailler. Parce que le salaire d'un médecin au Cameroun, c'est totalement insuffisant. Vous allez suivre ça dans un moment. Cela veut donc dire, si un président, si un gouvernement ne se soucie pas de votre santé, il est donc utile en quoi? Bichanga gauche, Bichanga droite. C'est que vous devez le voter tous les 7 ans, assister au meeting pour le pain sardine, porter un bout d'étoffe et s'en aller. Voilà un pays qui dépend de l'étranger, des aides de l'OMS pour financer sa santé. Voilà un pays où on vous dit le budget de la santé, oh, de toutes les femmes, on s'en fout. Qui se soigne là-bas? Les hauts cadres de l'armée, ils vont se soigner à l'étranger. Alors, chaque année, il y a de nouveaux étudiants qui entrent en faculté de médecine. Toujours plus nombreux. On crée une nouvelle faculté. On vient de créer, on est en train de créer une autre au nord, on est en train de créer, on va créer une autre à l'est. Ça veut dire que dans très peu de temps, il y aura encore un peu plus de médecins qui vont avoir des diplômes et qui vont sortir chaque année. Alors que déjà, ceux qui sont là n'ont pas d'emploi. Je vais vous donner rapidement une conséquence grave que ça entraîne. Du moins, une parmi tant d'autres. La première conséquence, c'est que moi, j'ai des collègues qui touchent 50 000 le mois. Ça veut dire qu'ils travaillent de lundi à vendredi. Ils font 2 gardes par semaine. À la fin du mois, on donne 50 000. Docteur en médecine, 7 ans. Pourquoi est-ce qu'on donne 50 000? Parce que c'est un peu comme les bails en salle. Quand il n'y a même pas de pouvoir même surfer sur son téléphone, qu'est-ce que ça entraîne? Ça fait en sorte que les victimes, c'est nous. Parce que quand vous allez arriver à l'hôpital, il y a des choses incroyables qu'on va faire juste pour combler les fins de mois. On va vous prescrire un examen qui ne sert absolument à rien, parce que chaque fois qu'on prescrit ça, on a 30%. On va vous prescrire des médicaments qui ne vous servent à rien, parce que chaque fois que je vous prescris le médicament, j'ai 500. J'ai assisté un jour à une conférence d'un laboratoire de la place ici à Yaoundé, je ne vais pas citer le laboratoire, qui avait invité des médecins pour présenter un nouveau médicament. On arrive dans la conférence, il y avait pratiquement 120 médecins. Et puis, la dame qui était responsable du laboratoire est devant, elle commence à présenter le médicament, la molécule, etc. Ce qui se passe, c'est que, déjà, avec
tellement d'erreurs dans la présentation et tout, mais bon, c'est pas ça le plus important. C'est un médicament qui, selon eux, permettait de restaurer le système immunitaire des patients qui souffraient de sida. Pendant sa présentation, il y a quelque chose qui m'a choqué. À un moment donné, il dit que je sais qu'au Cameroun, c'est difficile. Je sais que les médecins, vraiment, le traitement salarial n'est pas bon, les emplois et tout, mais on a quand même prévu quelque chose pour vous. Chaque fois que vous allez prescrire ce médicament, vous aurez 500. On va vous donner des facturiers qui ont des souches à chacun qui souhaite utiliser le médicament. Comme ça, chaque fois que vous prescrivez le médicament, à la fin du mois, on vient prendre les souches, on compte, et puis on vous donne vos 500. À la fin donc de la présentation, elle dit, ceux qui souhaitent alors le faire, venez prendre les souches. Et plus de 80% des médecins allaient prendre. Ils prenaient les souches. Et je vous rappelle que c'est un médicament qui coûte 16 000 francs, qui est interdit dans certains pays en Europe, qui n'a fait l'objet d'aucune étude sur le plan pharmacologique et de ce qu'on appelle la pharmacovigilance pour contrôler les effets d'un médicament à court, à moyen et à long terme au Cameroun, mais que les gens vont commencer à prescrire à vous, à nous, juste parce qu'ils auront 500 après. Je vais même aller plus loin, parce que ça va, mais bon, il ne faut pas que je dise tout, sinon ça va faire que vous n'allez plus à l'hôpital, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Moi, j'ai déjà assisté à plusieurs opérations fictives. Vous savez que vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, bon, vous avez, c'est l'hépatite, non, vous avez une appendicite. Il faut 200 000 pour l'opération. Si vous ne le faites pas très vite, vous risquez de mourir dans les heures qui suivent. Vous vous battez donc pour que la famille essaie de trouver l'argent. Vous prenez l'argent, vous donnez, on vous amène au bloc, on fait une incision, après on referme, et puis on renvoie en salle. Moi, j'ai assisté à ça plusieurs fois. Je vais même encore un peu plus loin. Il y a des laboratoires. Bon, je laisse d'abord le laboratoire. On continue avec les médecins. Il y a des collègues médecins qui sont généralistes, et chacun d'eux a au moins 6 cachets. Il y a le cachet où il est neurologue, il y a le cachet où il est gynécologue, il y a le cachet où il est pédiatre, il y a le cachet où il est ophtalmologue, en fonction du patient qui vient. Et du coup, il consulte à 10 000. Dès que la consultation finit, il vous donne un diagnostic très compliqué. Vous avez le syndrome de Munchausen. Le stress commence, mais le syndrome de Munchausen, ça commence. Pour confirmer le diagnostic, il faudrait qu'on fasse un examen. Moi, on ne fait pas l'examen ici. Le seul endroit où on fait cet examen, c'est à Yaoundé, au centre Pasteur. Mais pour ne pas vous compliquer la tâche, on a un service d'acheminement des échantillons. Donc on va vous prélever, on va faire analyser là-bas, et puis vous aurez les résultats sous une semaine. Vous êtes dans la détresse. On vient de vous donner un diagnostic, vous n'avez jamais entendu le nom là quelque part. Vous demandez, donc l'examen c'est combien? On vous dit c'est 50 000. Quand vous payez 50 000, ils ont une infirmière qui vous prélève, et dès qu'on vous prélève, ils ont les faux imprimés du centre Pasteur, les faux cachets, les faux reçus. On vous fait un faux résultat et on vous donne une semaine après. Je vais encore plus loin. Il y a certains laboratoires au Cameroun que je ne vais pas citer, bien évidemment, où quand vous arrivez pour faire l'examen, vous venez, vous dites que je vais peut-être faire la goutte épaisse ou je ne sais pas, le test de je ne sais pas trop quoi. On vous prélève. Dès que vous partez, on ne fait pas l'examen, on écrit le résultat. Il y a plusieurs laboratoires qui le font. Je vais même encore plus loin. Il y a des laboratoires où vous venez, vous devez peut-être faire le test d'hépatite B. On te prélève, on le prélève. Dès que vous partez, on mélange vos sangs, on utilise le même réactif. C'est-à-dire que la personne qui fait ça ne comprend rien à l'immunologie. Et quand c'est négatif, il vous met vous deux négatifs, juste pour économiser les réactifs. Donc je ne continue pas, mais c'est la conséquence de cette situation-là. C'est ça que ça entraîne. Lorsqu'un gars a sa réunion le dimanche, le samedi, il monte à la gare. Comment il faut que trouve l'argent de la réunion? Quand vous avez vraiment... Tu trouves l'argent de la réunion? On a mené une étude qui montre que plus de 45% des césariennes qu'on fait aux femmes qui sont enceintes ne servent à rien. Moi je parle de... Parce que quand on parle, vous avez l'impression que c'est dans l'espace et que ça ne vous concerne pas. Vous arrivez à l'hôpital, vous êtes enceinte, vous pouvez accoucher par voie basse, mais on essaie de trouver des raisons pour que vous passiez à la césarienne. Parce que ça fait en sorte que le médecin n'écoute pas à chaque fois qu'on vous opère et que l'hôpital fasse plus d'entrées. Donc, comment ça va se passer quand il y aura encore plus de personnes qui vont demander le travail que maintenant? Ça sera pire. Parce qu'on ne construit pas suffisamment d'hôpitaux pour recruter ces gens. Et là, on parle des médecins qui ont bac plus 7. Je ne parle pas des infirmiers qui sortent par milliers chaque année. Les sages-femmes qui sortent par milliers. Veuillez nous excuser. Les aides-soignants qui sortent par milliers, les analystes biomédicaux qui sortent par milliers. Je ne parle pas des pharmaciens.
Je ne parle pas d'eux. On a encore sur les médecins qui ne sont pas nombreux. Et voilà déjà ce qui se passe. Ce sera pire dans 5 ans, pire dans 10 ans, pire dans 20 ans, si rien n'est fait. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas la compétence, c'est qu'ils ont fait une école où ils ont la compétence pour faire un travail spécifique. Et c'est déjà comme ça chez eux. Donc quand on parle d'entreprendre, les gens ont l'impression que c'est juste une mode, c'est juste une manière de vouloir dire qu'on perd le temps, parce que voilà, on n'a pas pu le travail, on n'a pas trouvé le travail. Du coup, comme on est au temps, on dit qu'on entreprend. La fonction peut... Quand vous entendez ça, vous constatez que vous n'êtes pas protégé par l'État. Et vous comprenez pourquoi est-ce que Biya et ses ministres ne se sont jamais soignés au Cameroun. Ils sont bien informés, ils ont laissé ça comme ça. Et vous continuez à aller voter. Voter Paul Biya, c'est voter la mort. Voter Paul Biya, c'est voter le cercueil. Voter Paul Biya, c'est voter la morgue. Voter Paul Biya, c'est voter le trafic d'organes humains. Voter Paul Biya, c'est voter les accidents. Et surtout, les erreurs médicales et toutes sortes de trafics dans les hôpitaux. Alors vous, votre santé ne vous intéresse pas? La vie ne vous intéresse pas? Oui, quand on est militant du RDPC, on est très content d'applaudir Paul Biya. Ah, qu'il vit longtemps! Il a 92 ans, vous allez encore souffrir, il sera encore là. Quand tu finis de parler là, toi-même tu meurs. Lui, il reste avec ses enfants. Vous êtes content? Ah, Paul Biya, il fera 100 ans encore, les gens comme ça. Après, vous mourrez. Lui, il reste toujours là. Parce que lui, il peut se soigner avec votre argent, avec votre sang, avec la sueur de votre front. Il peut garantir la vie de sa famille. Et vous êtes au quartier. Il est dans une famille où on vit longtemps. Quelle est la famille où on vit longtemps? Mais lui, il peut faire toutes sortes d'examens, recruter tous les médecins, changer de sang quand il veut et tout et tout. J'espère que Bruno Bidjan, qui dit que c'est le pain qui est important, dira aussi à son patron, les hommes des hommes qui a Konengi, et qui dit aujourd'hui qu'il est malade, j'espère qu'on ira lui donner un sandwich, une bouteille de jus. Oui, c'est aussi ça la vie. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. Aujourd'hui, on lorgne le paradis. Demain, on est fini. À chaque fête du travail, à chaque occasion, c'était la distribution de millions. Le Zomlo des Zomlo, Jean-Pierre Moubelinga, était donc de cette caste d'individus terriblement large parce qu'il avait un robinet où il partait tout simplement se servir au niveau des lignes 94, au niveau des lignes 65 ou encore 55. Ça coulait à flot. Mais, le 1er mai, Amou Belinga, qui joue au Zoro, avec bien sûr des
costumes taillés sur mesure. À Kondengui, il était en sandalette. Le jour du premier, jusqu'à 11 h, il était encore en culotte, avec des sandalettes aux pieds, regardant le mur. Devant lui, cet homme qui adore la polygamie, toute la nuit, il l'avait passé avec quelques 2 gardiennes de prison. La seule chose qui fait encore vivre les hommes-là des hommes-là, c'est bien sûr la pornographie. C'est aussi ces défilés de nudes, ces femmes mariées et surtout qui n'ont rien, qui peuvent venir tourner les fesses devant lui. Le premier, c'était dans la fête des Wolwos, la fête des sans caleçons. Oui, parce que c'est la seule distraction, à part le ludo, qui reste aux hommes-là des hommes-là. Le grand milliardaire. Pas de distribution de millions, oui. Les gens de Vision 4, les gens qui, bien sûr, à chaque occasion, avaient des cadeaux de millions, eux aussi sont devenus aujourd'hui comme des moignons. Le pognon est devenu rare. Et de toutes les façons, la seule quantité qui reste, c'est pour Mélissa. Puisqu'il faut que Mélissa ne puisse pas partir. Depuis que les hommes-là, les hommes-là, a eu Mélissa, il faut toujours continuer à acheter, 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 acheter. Puis à l'occasion du 1er mai, elle a présenté ses sacs. Elle peut présenter des voitures avec plastique, que voilà ce que les hommes m'ont offert. Mais le premier, chacun va fêter à sa façon. Les hommes là, ici, avec les gardiennes de prison, pour le défilé des sans caleçons. Mélissa aussi de l'autre côté, avec les autres garçons pour aller faire ding dong ding bong ding dong dang. Bon, c'est aussi ça la prison. Le régime Biya a ceci de particulier. C'est vanter et élever les médiocres. Le régime Biya a ceci de particulier. Ne pas chercher à faire que les meilleurs puissent au moins faire quelque chose. Aujourd'hui, au moment où on vient de fêter le 1er, vous allez demander qu'est-ce que Amgou a pu faire avec des milliards. Tous les milliards qu'il a volés. Vous retrouvez donc l'immeuble Ekan. L'immeuble Ekan, où il est parti voler le titre foncier avec les Mondayo. Voilà ce que Amgou a fait avec des milliards. Et quand vous regardez le premier, vous cherchez les entreprises Ekan, les sociétés Ekan, les hommes d'affaires et milliardaires Ekan. Où sont-ils? La seule chose que Biya a pu faire, c'est d'inculquer la haine aux Ekan, à qui il n'a appris parfois que du vol, de la distraction, et n'a jamais voulu voir quelqu'un d'intelligent chez les Ekan s'élever, et même dans des affaires.
les Bruno Bidjan avec les Amouk Belinga. Et vous regardez l'immeuble qu'ils ont parti construire. Immeuble éteint. Et ils se vendent en prison. Qu'il est le Kambeti le plus riche. Et que c'est à cause de ça qu'il est parti en prison. Parce qu'il est le Kambeti le plus riche. Que ce sont les jaloux qui ont fait qu'il aille en prison. Ce sont les jaloux qui ont monté Barthélémy Zogo pour l'insulter. Sa prison, aujourd'hui avec Mondayolo, qui dit à Biya qu'il faut le libérer parce que c'est lui qui fait le bonheur des écans. C'est lui qui crée les emplois pour les écans. C'est lui qui est digne pour les écans. Il faut donc le libérer. On a commencé par libérer le défidant pour aller faire des publicités mensongères. Dans les jours qui viennent, ils vont créer une situation pour chercher à le libérer. Sous le prétexte qu'il est le seul homme d'affaires et cas. Les Mbondayolos sont méchants. Biya est méchant. Et les écans qui supportent ce régime n'aiment même pas les écans. À la prison de Kondengi, le voisin d'Amouk Belinga, c'est un écan, un gars et Tom, Achille Zokandela. C'est l'oncle de Martinez Zogo. Voilà un écan qui était digne de ce nom, qui a fait de grandes études, qui est venu avec son argent pour s'implanter. Il ne se servait pas dans la ligne 94. Il est venu créer la société maritime de leasing. Donc, le poisson ou bien les maquereaux qu'on importe aujourd'hui, ou bien la sardine, Achille Zokandela avait réfléchi de produire cela, de pêcher sur place. Et pour cela, il fallait juste une assistance de l'État du Cameroun. Les banques ou l'État, d'ailleurs Amadou Ahidjo l'a fait. 12 bateaux. Il a acquis 12 bateaux. Mais vous vous rendez compte, au moment où il devait lancer ces bateaux, pour ce poisson qui allait nourrir le Cameroun, qui allait faire qu'il n'y ait pas de fuite de devises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le régime Biya a fait? On a bloqué. On a bloqué. Et par la suite, on l'a poursuivi. On l'a attrapé. En 2018, Achille Zokandela a été condamné pour 35 ans de prison. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui d'ailleurs, quand il voulait devenir président de la Chambre du commerce, ce sont les écans du régime Biya et Biya lui-même qui l'ont bloqué. Ils ont bloqué ces bateaux. Ils ont confisqué ces bateaux. Ils ont même retiré ça de telle sorte qu'ils les exploitent aujourd'hui. Depuis 2001, c'est-à-dire 24 ans, personne ne paie les impôts. Personne ne verse rien dans les caisses de l'État. Et Achille Landela a été condamné en 2018 pour détournement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi l'ONU. Il a déjà saisi la cour d'appel. On ne fait que renvoyer, faire ceci. L'ONU a dit, mais ce monsieur, mais il n'a eu que la volonté de venir investir dans son pays. Vous reprochez quoi à ce monsieur? Ce monsieur vit comme un rat à Kondengi. La première fois que Martinez Zogo a été arrêté, il a trouvé son oncle là-bas. Un type qui était, c'est-à-dire que quand vous voyez la posture de ce monsieur, la carrure,
l'intellectuel qu'il est. Mais bien, avait ciblé que tout bon est Kambeti. Celui qui est honnête doit disparaître. Celui qui fait dans ce qui est vrai, ce qui est bon, doit disparaître. Voilà Achille Zokandela en prison, qui a fêté le 1er mai avec les hommes-là, des hommes-là qui fait le défilé de fesses des 100 calossons. Mengonda Yoro cherche à faire libérer les hommes-là, des hommes-là qui a pillé dans les caisses de l'État. Autre exemple. Quand on dit que les Ekambeti aujourd'hui ne sont pas milliardaires, ne sont pas des hommes d'affaires, l'un des premiers milliardaires du Cameroun, c'est James Onobiono. James Onobiono. Je peux être de tel côté, mais moi, je suis de tous les sangs. James Onobiono est rentré au Cameroun en 1979, c'est-à-dire que quand Biya était Premier ministre, il rentre et il s'installe parce qu'il faut savoir que le gars a d'abord obtenu un doctorat en mathématiques à l'université Marie Curie à Paris. Mathématiques appliquées. James Onobiono, que vous voyez là, il est arrivé au Cameroun. Il a commencé à enseigner à Polytechnique. Et comme il était celui qui avait les plus grandes limousines, les Drumler et tout, il ne prenait pas dans les caisses de l'État et tout ça, il fumait les cigares. Ça a commencé à taper dans les nerfs de Paul Biya et du régime. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Quand Paul Biya devient président, boum, il le recrute vite au comité central du RDPC. Il donne même de l'argent là-bas. Mais ce monsieur a été le premier à créer une société qui devait monter les appareils électroniques. Ce que la Chine fait aujourd'hui. La société là s'appelait FAEM. Fabrication des appareils électroménagers. James Onobiono. On commence à lui bombarder les impôts. Il paye. Il employait des centaines de personnes. Après, il s'est dit, mais il y a une société là, une structure qu'on appelle Citabac. C'était avec des Américains. Bim, il part, il achète 60% des parts. Il devient actionnaire majoritaire. À la Citabac, à Bastos là. James Onobiono allait jusqu'à 20 milliards. 20 milliards de chiffre d'affaires. 20 milliards. Parce que je ne veux pas vous parler de Tebela. Je parle seulement de James Onobiono qui vit encore, que tout le monde ne peut pas encore voir. Il payait des milliards chaque année dans les caisses de l'État. Et par la suite, non seulement il emploie les Camerounais, il devient une fierté, mais il va même prendre encore un soin de conquérir le domaine de la banque. Pas les machins que les Amoubelinga avec Mondaïro font maintenant là. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vous disent qu'ils font les microfinances pour que l'argent s'enfuit, s'évapore. Ça, c'est le blanchiment d'argent. Cette banque, c'était IBAC, la Banque of Africa Cameroun. Mais sauf que, vous savez que dans le domaine de la banque, il fallait renflouer. On lui dit de déposer 1 milliard. Il sort de sa poche et non des poches de l'État, des caisses de l'État. 1 milliard, il dépose pour faire démarrer les activités d'IBAC. À Douala, Yaoundé, recrute le personnel, les bureaux sont là. Mais il y a la BEAC,
qui doit tenir son conseil d'administration, c'est-à-dire qu'avec les pays de l'UDAC. C'est comme ça qu'on appelait ça. Le Cameroun envoie son représentant. On sait très bien que, bon, c'était André Yombi. On sait très bien que Biya va demander que soutenir cette initiative, c'est une très très bonne chose. Pour ce grand homme d'affaires. Qui venait derrière les Omba Damas, qui ont sponsorisé le Paul Biya là et consort, qu'il a aussi fini avec. Mais qu'est-ce que Paul Biya fait? Le monsieur est arrivé. Il a dit, le Cameroun se lave les mains, se frotte les mains. N'a rien à dire dans votre histoire là. C'est comme ça qu'on a fini avec lui. Il n'a jamais ouvert. Mais là, vous avez le pire des crétins. C'est-à-dire qu'ils ont tué, parce que je peux vous citer plusieurs personnalités et de plusieurs régions qui étaient intelligents, qui pouvaient créer des emplois. Parce que un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de bons entrepreneurs. Mais ils ont fait que ça faire. Juste parce que Biya voyait que ce monsieur-là, c'est un chaud talent, un chaud mec grand. Vous voyez. Quand vous regardez James Onobiomo Shiga, et d'ailleurs son nom même James, comme James Brown et tout, un peu crâneur et propre et tout. Biya était jaloux. Que celui-ci, hey, il peut avoir l'intention comme ça, il envoie d'abord à Moubelinga, va le tester. Est-ce qu'il veut devenir président là? Est-ce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle là? Le gars là, il est dangereux. Il faut qu'on le finisse. C'est comme ça qu'il a fini avec ces gens-là. Mais il a laissé Abougou. Mbondiagolo, elle a détruit le pays. On voyait les images, pourtant, un régime, c'est-à-dire un président de la République, est très informé. Il ne se posait pas des questions comme ce monsieur, il distribue des millions, seulement des millions. Bon, ok. Amgou, j'espère que le robinet est aussi ouvert là-bas. Il te reste combien de millions dans les comptes? Hein? Amgou, dis-nous alors, défilé de 100 caleçons et défilé de millions. Écoutons d'abord les hommes des hommes. Hey yeah! Voilà. Bon. Et on pleure d'abord. Oblinga est devenu un grand chauffeur de salle à la prison centrale de Yaoundé-Godé. Hein? Oblinga fait quoi? Vous aimez voir avec les yeux. Vous voulez qu'on vous parle? Non, c'est rien. Je maîtrise. On verra. Hein? Qui pleure là? Ce sont les femmes qui pleurent à Koneki. Ok. Est-ce que Mélissa est là-bas? Hein? Amougou. Voici alors l'homme, homme avec grand H. Celui que tout le monde cherchait partout, sauf chez lui. Ce matin, il est apparu comme le Christ, devant les guichets de Vision Finance. Un peu comme pour dire à tout le monde, et pourquoi me cherchez-vous? Je suis avec mes frères. Celui que tout le monde a massacré dans les réseaux sociaux, le voici qui répond donc. Je vous vois lointain. Jésus est là. Le Jésus de l'argent. Écoutons. Une prime exceptionnelle de 25 millions sera distribuée immédiatement à tout le monde. Apportez ma part. Je vais demander à la DG de vous donner 15 millions. Ils ont travaillé pas comme nous. Hein? Et les femmes ont recommencé à pleurer. C'est quoi? Jean-Pierre Oblinga est devenu un grand chauffeur de salle à la prison centrale de Yaoundé-Godé. Hein? Qui va voir? Vous aimez voir avec les yeux. C'est le Vous fils de voulez Paul qu'on vous parle? Non, c'est rien. Je maîtrise.
C'est le fils de Paul Biya. Qu'est-ce qui se passe à côté de lui? Dites-moi, c'est vous qui regardez, je ne vois pas très bien. Mélissa, non. 10 millions pour l'équipe et 20 millions pour le personnel. Ou bien alors, bien après, à 5 millions. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu es avec la femme de Fouda? Écoute. Non. Fermez la porte. Fermez d'abord la porte. Hey, la femme du contre-amiral. Oh, la porte est fermée. Attends d'abord. Assieds-toi, assieds-toi. Mais je suis homme là. Je suis le homme là. Mais attends, tu me parles de c'est quoi même ton mari est général, moi je suis le homme là qui est tombé. Ton mari envoie prendre les militaires. Mais je suis en page. Vous avez l'oreille. Mais je suis chez moi, je parle comme je veux. Vous voyez, pour l'instant. Il est 9h45 à l'aéroport international de Bangui Mpoko. Le président directeur général du groupe arrive dans la capitale centrafricaine. Après les civilités d'usage, le patron du groupe L'Anecdote, à la tête d'une très forte délégation, va faire un petit break dans un hôtel de la place. 30 minutes plus tard, la première véritable articulation se déroule ici, dans le salon feutré du Palais de la Renaissance, où un entretien à bâton rompu est accordé au patron du groupe L'Anecdote par le chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Ce dernier n'a pas manqué de magnifier le professionnalisme qui caractérise le personnel de Vision 4 RCA. La tradition voulait également que le Premier ministre, chef du gouvernement, accueille Jean-Pierre Amougou-Belinga dans le cadre d'un entretien qui s'est déroulé dans les règles de l'art. C'était le même scénario du côté du ministère de la Communication et des Médias. Le patron de ce département ministériel a visiblement succombé au charme du président directeur général du groupe L'Anecdote, chez le ministre des Finances. Mais cette visite de travail reste significative. La présence du patron du groupe L'Anecdote est loin d'être une simple vue de l'esprit. C'est désormais le signe d'une relation entre deux pays qui perpétuent leur consolidation dans le cadre de leur relation, bien évidemment. Et c'est le fruit d'un homme qui œuvre. Bon, mesdames et messieurs, bon, vous savez, premier maître du travail, donc, Amougou-Belinga est parti travailler en République centrafricaine. Donc, nous attendons qu'il nous apporte les milliards comme ici. Sim. Vous connaissez Sim? La pauvreté est finie. Lui aussi, il est parti en République centrafricaine. On les attend. Voilà le genre de gens que le régime Biya est obligé de mettre devant des bandits. Voilà les hommes d'affaires que Paul Biya a fabriqués. Ils ont fabriqué les vrais hommes d'affaires. Mais regardez ceci. C'est complice, c'est qui? L'Mbondo Ayolo. Lui, Paul Motazé, c'est-à-dire que les neveux de Paul Biya, c'est eux qui ont pillé le pays. Et ils ont tout aujourd'hui, partout. Mais ils n'emploient personne. Ils n'emploient pas machin et tout ça. Bref, ça ne rentabilise pas. Eux tous là. Maintenant, pour que l'affaire Martinez Zogo s'arrête, on veut vite faire sortir Amougou-Belinga. Et il partira comme ça, comme vous avez vu là. Il repartira en République centrafricaine. Ce sera terminé. Comme ça, on ne va pas poursuivre Mbonda Yolo.
qui pourtant est impliqué. On ne va pas poursuivre Louis-Paul Motazé, qui est impliqué dans cette affaire, parce qu'ils sont des commanditaires. Martinez avait fait des émissions testamentaires. Il a décrié ces gens-là. Mais ils n'ont jamais été convoqués. Ils n'ont jamais été... Ils sont à la présidence de la République. Ils sont les neveux du chef de l'État. Juste l'un des pions du maillot qu'ils ont utilisé, qui était avec eux, à qui ils faisaient gagner des marchés. Et ils veulent maintenant vite le libérer. Le Somlo des Somlois. Soit disant que c'est le meilleur homme d'affaires des Ekambeti. C'est le meilleur homme d'affaires des Ekambeti. Il n'a pas tué un Ekambeti. Martinez n'était pas un Ekambeti. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que l'affaire démarre au tribunal militaire? Vontayolo, Louis-Paul Motazé. On est seulement sur les Danoué et consorts. Oui, ils sont exécutés. Mais vous étiez en haut avec les Laurent Esso. Parce que Martinez Zogo a dénoncé le vol, le pillage des caisses de l'État. Martinez Zogo, forever, en 7 fêtes de travail, lui qui travaillait normalement, assidûment, est dans la glace, pendant que Amogo fait son défilé de 100 caleçons. Martinez Zogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? La première, c'est Samuel Vondo Ayolo. La deuxième, c'est Motazé. La troisième, c'est Amogo Belinga. Et le Samba Nyandi, c'est Lionel Adebouda de Libreville qui nous envoie cette question. Alors, on va commencer par Samuel Vondo Ayolo. Oui, vous savez, il y a des noms, quand je les entends. Il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée. Je n'ai pas envie de prononcer ce nom-là. Bon, passons, s'il vous plaît. Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé, en tant que ministre des Finances, pour dire vrai, je ne le combats pas. Je suis contre sa façon de gérer ce ministère et la façon avec laquelle il gère les finances du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amourbelinga, sauf erreur, je crois que vous avoir entendu plusieurs fois dans votre émission, je crois vous avoir écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris effet pour cause pour Jean-Pierre Amourbelinga. Chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions, je prenais effet pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amourbelinga, pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, se servait de moi quand j'étais dans des problèmes. Et je vous le dis clairement, Georges Meka, le procureur de la République de l'époque, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'il veut, je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amourbelinga l'a mis dans des problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcère. Ça, c'est Georges Meka, ancien procureur de la République, sans initiative yaoundé, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis qui était un Niama. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amourbelinga... c'est grave ce que vous dites, hein, quand même. Je le dis, pour moi, Amourbelinga n'est pas une personnalité. Pour moi, ce n'est pas un milliardaire établi. Vous comprenez? Il n'est ni opérateur économique dans le sens propre du terme, il est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire. Pourquoi vous ne faites pas pour devenir milliardaire vous aussi? J'ai pas envie de faire comme lui parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi? Par la justice. Demain il pourrait être accusé de 2 ou 3 petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards qui distribuent comme ça à la volée, distributeur automatique de billets de banque. Attention, vous savez, il y a une affaire qui fait la une aujourd'hui des médias, on en parle un peu partout dans les salons feutrés, cette affaire
de retroussement fiscal dont il fait l'objet aujourd'hui dans son entreprise. C'est une cabale, hein, cela a été démontré. Il n'y a aucune cabale là-dedans. Je suis désolé, il n'y a aucune cabale. Depuis l'indépendance du Cameroun, avez-vous déjà appris qu'un opérateur économique ou un industriel camerounais ou un homme d'affaires reconnu comme tel, établi comme tel, a poursuivi en justice des fiscalistes pour arnaque ou bien... Ceux qui ont été piégés, je crois, dans son bureau, vous connaissez bien, avec des caméras dissimulées, ça et là, vous connaissez bien, qui les ont filmés en train de prendre des backchiches, des rétrocommissions. Vous connaissez bien M. Jean-Pierre Amourou-Belinga. S'il avait ces preuves, il les aurait déjà publiées partout. Il ne les a pas. Il a été dit, moi je l'ai écouté dans un reportage, où on dit tout ça a été transféré à la justice. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Les impôts qu'on lui demande de payer, il les payera. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Est-ce qu'on n'en fait pas assez quand même cet acharnement sur cet homme vous savez que, est-ce que vous savez qui donne des emplois aux jeunes Camerounais? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Il donne quel emploi? Il y a quand même toutes les structures dont il est le patron. C'est évalué à 1000 personnes environ. J'ai pas envie de faire son avocat ou de les défendre. Mais moi, je les avocats d'Amourou-Belinga. Sur le plan médiatique, il faut avoir les éléments. Vous ne pouvez même pas avoir les éléments pour le défendre. Il est indéfendable, ce monsieur. Ce monsieur, oui, il a joué les hommes généreux en donnant de l'argent à qui on fait la demande, à gauche, à droite. Mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. C'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. Et je vous le dirai une autre fois. Pour le moment, limitons-nous à ce que je vous dis. Pour moi, Jean-Pierre Amourou-Belinga, homme d'affaires établi comme tel, je mets de réserve, opérateur économique. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il y a des activités. Il y a la sous-région, vous l'avez parfois vu aller en Guinée équatoriale, en Centrafrique, Gabon. Aller en Guinée équatoriale, c'est extraordinaire d'aller en Guinée équatoriale, d'aller en Centrafrique, d'aller où? En France, par exemple. Vous connaissez les hommes d'affaires qu'on a dans ce pays et qui sont reconnus comme tels, qui payent des centaines de millions de milliards aux impôts. Pourquoi ils n'ont jamais eu ce problème? Pourquoi la première fois que l'administration fiscale a des problèmes avec un supposé opérateur économique, c'est lui? Il faut faire attention. Il paye les impôts, il le payera. Le Sanga Yamdine, c'est le dernier nom sur la liste. Oui, le Sanga Yamdine, c'est quelqu'un qui est très aimable, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un que nous aimons tous. Bon, voilà. Le Sanga Yamdine n'a tué personne, il est sociable et il accepte la critique. La preuve, c'est que moi-même, j'ai souvent eu à dire des phrases crues, vinaigrées, et ça parfois faire rigoler le Sanga Yamdine, parce que c'est ça aussi, un bon intellectuel et un bon homme politique. Mais si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que Martinez Zogo ne peut plus nourrir sa famille. Il travaillait depuis que je l'avais connu, comme danseur, comme animateur, comme journaliste. C'est quelqu'un qui aimait travailler. Aujourd'hui, il est dans la glace. Et on veut libérer ses bourreaux qui continuent à exploiter les stations de carburant. Qui continuent à travailler avec le bourreau de la présidence. Mondayoulou, qui continue à avoir l'appui du ministre des Finances, Louis-Paul Montazé. Et maintenant, ils se disent, c'est assez. C'est Bounissa qui a tué le pays. Il faut qu'il reste là-bas 7 ans. Amourou-Belinga doit d'abord aller à la maison parce que Mélissa risque de partir. Bruno Bidjan soutient déjà le gouvernement. C'est important pour l'élection présidentielle. On va raconter ça à Paul Biya.
Voilà le travail de Mondayolo. Parce que Mondayolo, tout comme Ngongo, est un homme très dangereux. Et aujourd'hui, c'est lui qui a pris Paul Biya en